Et voici Singapour, un pays classé parmi les plus propres, les plus sûrs et les plus prospères de la planète. Mais pour en arriver là, ce pays a imposé des règles parmi les plus strictes du monde. Manger dans le métro, 350 € d'amende. Fumer hors des zones autorisées, 700 € d'amende. Papotage, 1400 € d'amende. Transporter du durian dans le métro, interdit. S'asseoir par terre dans la station de métro, interdit. Et pour le trafic de drogue, c'est la peine de mort. Et oui, bienvenue à Singapour, la Suisse de l'Asie, un pays grand comme la moitié de Londres, sans ressources, qui en 60 ans est passé d'un marécage colonial à un des pays les plus riches et les plus sûrs de la planète. Mais avec des méthodes qu'aucun pays occidental n'oserait assumer. Et du coup, dans cet épisode, je vous propose de voir et de comprendre comment ça marche vraiment. C'est parti! Et c'est sur ces quais que tout a commencé. En 1819, il n'y avait ici qu'un comptoir colonial posé sur un marécage. Et 2 siècles plus tard, c'est un des endroits les plus riches de la planète. Et vous voyez ces statues, elles rappellent les premiers marchands qui ont fait la ville, des Chinois, des Indiens, des Malais, des Européens qui sont venus pour le commerce. Mais derrière cette prospérité, Singapour est un pays qui ne laisse rien au hasard, même pas ce qu'on mâche. Lorsque j'étais jeune, une chose que beaucoup de gens me répétaient sur Singapour, c'est que le chewing-gum est interdit. Alors après, est-ce que c'est une réalité ou une légende ? J'ai fait quand même mes petites recherches et effectivement, c'est bien une réalité. Le chewing-gum est interdit ici depuis 1992. Mais en fait, ce que personne ne dit, c'est que le mâcher, ça reste légal, mais ce qui est illégal, c'est de le vendre. Et la nuance est quand même importante parce qu'elle résume bien Singapour, un pays très strict, mais pas aussi fou que ce qu'on veut bien raconter. Et là, nous quittons le centre-ville pour Chinatown. Et comme tout le reste ici, à l'origine, ce quartier n'est pas né par hasard, il a été décidé. Et il fallait savoir qu'en 1822, lors de la fondation de la ville de Singapour, Sir Raffles, qui est le fondateur britannique de Singapour, avait découpé la ville de Singapour en différents quartiers ethniques. D'un côté les Malais, d'un côté les Chinois, d'un côté les Indiens. Et aujourd'hui, 200 ans plus tard, ces quartiers ils sont toujours là, ils existent toujours. Mais sauf qu'aujourd'hui, Singapour impose des quotas ethniques dans les logements pour obliger les différentes communautés à vivre ensemble et à cohabiter. On peut garder son quartier, son identité, sa culture, sa religion, ses monuments, son patrimoine, etc. Mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, chaque communauté doit vivre avec l'autre et ça marche. Et bien que les 3/4 de la population ici à Singapour soit chinois, ce Chinatown c'est un héritage direct de l'époque coloniale. Et cette cohabitation dont je parlais juste avant, on la retrouve bien sûr ici dans ce quartier. Dans la même rue par exemple, on peut retrouver un temple hindou, un temple chinois ou une mosquée. Mais on ne vient pas à Chinatown juste pour l'histoire, on vient aussi pour manger. Et bien que Singapour soit l'une des villes les plus chères d'Asie, on peut manger ici un vrai repas pour quelques euros dans l'un des nombreux hawker centers qu'on retrouve un peu partout en ville, comme ici à Chinatown dans le Maxwell Food Center que vous voyez à l'image. Il s'agit de grandes halles construites par l'État où tout le monde vient se restaurer. En effet, autrefois, les vendeurs étaient éparpillés dans la rue et le gouvernement les a regroupés dans ces halles encadrées et a repris la main sur l'hygiène. Du coup, on mange ici pour 3 fois rien, mais toujours dans un cadre décidé d'en haut. Et ça ne s'arrête pas au prix parce qu'ici à Singapour, l'État se mêle aussi de ce qu'on met dans son assiette. Et à Singapour, même ce qu'on mange et ce qu'on boit est contrôlé par l'État. Par exemple, chaque boisson est notée sur un Nutri-Score de A à D selon son taux de sucre. Et inutile de vous dire que les pires boissons et les pires aliments pour la santé sont tout simplement interdits de publicité. Et oui, même dans l'assiette, rien n'est laissé au hasard. Et cette discipline ne s'arrête bien sûr pas qu'aux assiettes, on la retrouve partout, jusque dans le métro. C'est ici en effet au MRT, comme on l'appelle ici, que cette discipline se définit le mieux. Propreté, calme et personne qui mange ou qui boit, sous peine bien sûr d'une lourde amende. Et le plus frappant dans tout ça, c'est que tout le monde respecte la règle sans le moindre contrôle. Et les annonces ici se font bien sûr en 4 langues, anglais, mandarin, malais et tamoul. Un rappel permanent que ce petit pays fait exister plusieurs cultures dans le même wagon. Et au final, c'est sans doute le métro qui reflète le mieux Singapour, une société ordonnée, multiculturelle et parfaitement huilée.
Si par exemple j'ai un sandwich que je le sors, c'est direct 500 $ d'amende. Et le pire, c'est que je peux même pas le faire discret, parce qu'il y a des caméras partout, donc je me ferai choper d'une manière ou d'une autre. Mais ce contrôle de l'État ne s'arrête pas à l'espace public, il va même jusque dans un domaine bien plus intime, à savoir le logement. Car ici à Singapour, se loger, c'est avant tout une affaire d'État, à travers ces grands immeubles de logement public bâtis par le gouvernement qu'on appelle ici les HDB, c'est-à-dire Housing and Development Board. Et à Singapour, il faut savoir que 80% de la population vit en HBD. Alors attention, c'est pas du logement social comme on l'imagine en France. Il y a bien sûr plusieurs catégories d'immeubles de HBD selon les revenus. On a bien sûr par exemple des 2 pièces basiques ou des 5 pièces premium. Et là, je me trouve dans le HBD Pinnacle at Dockson, qui est considéré, on va dire, comme un HBD assez haut de gamme. Et ce qui est le plus intéressant en fait, c'est que dans chaque immeuble, quel que soit le standing, l'État impose un quota ethnique. C'est-à-dire tant de logements pour les Chinois, tant de logements pour les Malais, tant de logements pour les Indiens. Lorsqu'on habite à Singapour, lorsqu'on déménage, on ne choisit pas juste un appartement, c'est l'État qui choisit pour nous, nos voisins. Et là, je me trouve dans un autre quartier en dehors du centre-ville à Tiong Bahru. Et je vais vous dire, tous ces immeubles autour de moi, c'est quand même assez impressionnant. Mais l'État ne s'arrête pas à votre logement, il a aussi son mot à dire sur votre voiture. Et en se baladant ici, on remarque vite une chose, pour une ville aussi riche, il y a étonnamment assez peu de voitures sur les routes. Et pourquoi me direz-vous? Pas juste parce que Singapour possède un des meilleurs systèmes de transport public au monde, mais c'est surtout que seulement 40% des foyers à Singapour possèdent une voiture. Si vous voulez un petit comparatif, en France c'est 80% des foyers qui ont une voiture, et ce malgré un PIB par habitant qui est quand même beaucoup plus bas. Alors bien sûr, la raison c'est pas parce que la majorité des Singapouriens ne veulent pas de voiture, mais encore une fois, le gouvernement, il est un peu pour quelque chose. Et ce petit quelque chose, c'est un système unique au monde. Ici, avant même de pouvoir acheter une voiture, il faut acheter le droit d'en posséder une. C'est-à-dire un permis valable 10 ans, vendu aux enchères et limité par l'État. Du coup, pour un modèle de voiture familiale, par exemple, la facture peut grimper, tenez-vous bien, jusqu'à 200 000 €. Et vous imaginez, 200 000 €, c'est énorme. C'est le prix d'une voiture de luxe en Europe. Et bienvenue au Kampong Glam. Donc Kampong Glam, c'est le quartier malais et musulman de Singapour. C'est aussi un des plus anciens quartiers de la ville puisqu'il date de 1822. Et il fallait savoir qu'à l'époque, Raffles, le fondateur britannique de Singapour, avait attribué toute cette zone au sultan et à la communauté musulmane. Et c'est ici dans les années 1820 que fut édifiée la toute première mosquée du quartier. Quant au bâtiment actuel que vous voyez juste là avec ses grands dômes dorés, lui, il date des années 1920. Et cette mosquée, elle est connue comme étant le centre religieux le plus important de la communauté musulmane ici à Singapour. Et d'ailleurs, cet endroit, je trouve que c'est un des quartiers les plus sympas à faire à Singapour une fois la nuit tombée. Et c'est tout autour de la mosquée du sultan que s'étend l'un des quartiers les plus vivants de Singapour. On peut citer Bussorah Street avec ses allées bordées de palmiers, ses boutiques et ses terrasses. Et juste à côté, il y a Haji Lane, l'une des ruelles les plus étroites de la ville, devenue aussi le repère des petites boutiques indépendantes, du street art et des cafés. C'est un peu le coin bohème de Singapour, en plein cœur du vieux quartier malais. Et c'est là aussi à Kampong Glam qu'on mange le mieux. Ce soir-là, par exemple, j'ai dîné au restaurant Zamzam, qui est une véritable institution dans le quartier. Et ce restaurant, il date de plus d'1 siècle. Et juste à côté de Kampong Glam se trouve le quartier de Bugis Junction. Et Bugis Junction, il a une histoire assez particulière, puisque des années 50 jusqu'aux années 80, il était connu comme le quartier malfamé de Singapour. Et oui, aujourd'hui, Bugis Junction, c'est avant tout un centre commercial climatisé, propre et ordonné. Mais pendant des décennies, ce quartier était tout l'inverse, avec des ruelles grouillantes, des échoppes de rue, une vie nocturne populaire et bruyante. Puis, l'État est passé par là, tout a été rasé, nettoyé, reconstruit. Et à 2 pas de Kampong Glam, que l'État a choisi de préserver, ici, on a préféré tout effacer et reconstruire.
Donc voilà, c'est ça Singapour by Night. C'est pas pour rien qu'on l'appelle la Suisse de l'Asie. C'est un des pays les plus riches d'Asie, voire même le plus riche d'Asie, je crois. Et ce qui est dingue dans tout ça, c'est qu'en 1965, à l'époque, ce pays a été viré de la fédération malaisienne. C'est-à-dire qu'il n'a même pas choisi de prendre son indépendance, il a été tout simplement viré. Et on se souvient que le Premier ministre, même à l'époque, passait en direct à la télé en train de pleurer, et parce qu'il ne savait pas comment son pays allait survivre. Et donc tout ça, bien sûr, n'existait pas. C'était un des pays les plus pauvres du monde à l'époque, en 1965. Aucune armée, aucune ressource. Et regardez, aujourd'hui, c'est la plaque tournante de l'Asie. Et c'est ici en plein centre-ville qu'on retrouve Lau Pa Sat, l'un de ces fameux hawker centers dont je vous parlais juste avant. Sauf que celui-ci, c'est le plus célèbre de tous et se distingue notamment par sa halle en fonte fabriquée en Écosse puis démontée et expédiée par bateau jusqu'à Singapour à la fin du 19e siècle. Et aujourd'hui, c'est un des monuments historiques protégés, en plein cœur du quartier des affaires, coincé entre les gratte-ciels. En tout cas, si vous venez dans le CBD le soir pour dîner, le Lau Pa Sat, c'est vraiment un bon plan. C'est bon, c'est populaire et c'est pas très cher. Donc, que demander de mieux? Et impossible de parler de Singapour sans s'arrêter sur son symbole le plus iconique, le Marina Bay Sands. Ce sont 3 tours de 200 mètres surmontés d'un immense pont-jardin avec au sommet la plus grande piscine à débordement du monde. À lui seul, ce bâtiment est devenu la carte postale du pays. Et tiens, là, on va aller voir à quoi ça ressemble de l'intérieur, là, le Marina Bay Sands Hotel. En tout cas, c'est impressionnant, mais j'imaginais l'intérieur différent, quoi. Et en fait, c'est là où on se rend compte que cet endroit, c'est plus qu'un hôtel, hein. C'est aussi un centre de convention, c'est un casino, c'est des bars, des lounges, des restaurants, etc. Donc voilà, c'est quand même tout un complexe hôtelier et commercial. Et juste au pied de ces tours s'étend le parc Gardens by the Bay. C'est un lieu qui résume à lui seul l'esprit de Singapour. Ici, sur cette terre gagnée sur la mer, l'État a bâti une forêt artificielle avec ses fameux super trees. Ces arbres géants n'en sont pas vraiment, ce sont en réalité des structures qui captent l'énergie solaire, récupèrent l'eau de pluie et ventilent les serres voisines. Et oui, même la nature ici à Singapour est calculée et encore une fois, on ne laisse rien pousser au hasard. Et sachant que pendant cette période à Singapour, en avril, il fait quand même 34-35 degrés la journée, se promener ici au Marina Bay Gardens le soir, c'est quand même beaucoup plus agréable. Inutile de vous dire que même ce parc à minuit, il reste quand même très safe, donc on peut se promener tranquille même à minuit, 1h du matin. Mais ce parc, il est immense et on pourrait y passer des heures à se promener. Là, on va prendre un taxi pour rentrer à l'hôtel. Demain sera une autre journée. Et après le Chinatown et le quartier malais, nous voici au Little India. Et oui, vous voyez, 3 quartiers communautaires historiques, seulement à quelques stations de métro l'un de l'autre. Comme vous voyez, l'État singapourien n'a pas cherché non plus à fondre toutes ces communautés dans un seul et même moule. Il les a bien séparées dans l'espace public, mais les a mélangées au niveau des logements. Voilà, on peut dire que c'est du multiculturalisme sous contrôle. Et encore une fois, derrière cette harmonie apparente, rien n'est laissé au hasard. Ici à Singapour, l'équilibre entre les communautés, c'est une affaire d'État. La loi interdit en effet tout discours qui attise les tensions religieuses ou raciales et chaque groupe est officiellement protégé et reconnu. Après les violences des années 60, le gouvernement a fait de la paix entre les communautés une priorité absolue, quitte à encadrer ce qu'on a le droit de dire. Car ici, le vivre ensemble, ce n'est pas un hasard, c'est aussi une politique. Et là, nous quittons Little India pour la toute dernière étape de notre séjour, direction l'île de Sentosa au sud de Singapour. Et pour s'y rendre, on prend un petit train aérien qui glisse au-dessus de l'eau.
Et Sentosa, c'est tout simplement l'un des plus grands centres de divertissement d'Asie, une île entièrement dédiée aux loisirs avec ses parcs d'attractions, ses hôtels de luxe, ses plages, ses centres commerciaux, son aquarium géant. Ici, on vient pour s'amuser du matin au soir. Et Sentosa en malais, ça veut dire paix et tranquillité. Et le nom lui va plutôt bien aujourd'hui, mais cette île n'a pas toujours porté ce nom. Avant, elle s'appelait en effet Pulau Belakang Mati, ce qu'on traduit souvent par l'île derrière laquelle se trouve la mort. Et bien sûr, ce nom n'avait rien d'un hasard. On raconte que son passé serait lié à des histoires de piraterie et de morts violentes. Et plus tard, les Britanniques y bâtissent des forts militaires coloniaux. Puis, pendant l'occupation japonaise, l'île devient l'un des lieux d'exécution de la guerre. Bref, c'était un endroit quand même assez glauque, longtemps marqué par la mort. Et comme ailleurs à Singapour, l'État a décidé de tout effacer, on rebaptise l'île, on efface le passé, on transforme ce lieu de mort en l'un des plus grands terrains de jeu d'Asie. Et au final, c'est peut-être ça Singapour, une réussite éclatante bâtie sur une seule obsession, tout maîtriser. Mais cette perfection, elle a aussi un prix. Et en effet, derrière cette vitrine, il y a aussi une autre réalité. Même si beaucoup d'interdictions relèvent du simple bon sens et du civisme, comme le fait de ne pas cracher par terre, de ne pas jeter ses déchets, respecter les lieux publics, ici à Singapour, ces incivilités sont punies très sévèrement, avec des amendes salées et parfois même de la prison. Mais le contrôle ne s'arrête pas là, la liberté d'expression par exemple est aussi très strictement encadrée. Les rassemblements publics sont soumis à autorisation, la presse est parmi les plus contrôlées d'Asie, et inutile de préciser que critiquer ouvertement le gouvernement peut coûter très cher. Et oui, au final, Singapour, c'est un petit peu un deal. D'un côté, on accepte de renoncer à une partie de ses libertés, par exemple la liberté de s'exprimer ou de critiquer certains sujets. Et en échange, on obtient la sécurité, la propreté et la prospérité. Et d'après les discussions que j'ai eues avec beaucoup de gens ici, la majorité des Singapouriens semblent s'en accommoder parfaitement. Et honnêtement, après 3 jours passés ici, je comprends mieux pourquoi. D'ailleurs, si vous habitez à Singapour ou vous connaissez bien Singapour, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Quant à moi, j'espère vous retrouver très bientôt pour un autre voyage ailleurs dans le monde. D'ici là, portez-vous bien. Bye.